de surdécessité, ce qui va expliquer plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai un champ visuel rétréci d'une acuité de 1/10, avec bonne correction. C'est-à-dire que je ne vois pas sur les côtés qu'au-delà de 2 mètres, c'est comme si j'étais dans un épais brouillard. Pour lire, je suis donc obligé de mettre la feuille sur mon nez ou de me rapprocher très près d'un écran de télévision ou d'ordinateur. Deuxième, j'ai une prosopagnosie visuelle, c'est-à-dire que j'ai du mal à mémoriser les visages dans des contextes différents. Je m'appuie sur des points de repère pour reconnaître un visage, que ce soit la voix, les bijoux, les vêtements, la coiffure. Mais ce qui peut créer des quiproquos. Troisièmement, j'ai une surdité mixte bilatérale sévère profonde, appariée et bien compensée. J'entends bien avec mes prothèses, mais j'ai du mal à suivre une conversation dans des environnements bruyants, tels que la rue, les restaurants, les transports. Quatrièmement, j'ai un problème d'équilibre. Excusez-moi, changement de micro. Ok, j'espère que vous m'avez pu entendre un petit peu ce que je disais avant. Je reprends. J'ai également un problème d'équilibre qui peut m'handicaper sur des pentes ou sur des terrains accidentés. Pour toutes ces raisons, je dois faire des efforts de concentration plus importants, ce qui peut expliquer que je peux vite me fatiguer. Dans mon intervention, je vais aborder plusieurs sujets. Je vais tout d'abord vous parler de ma petite enfance, puis de ma scolarité et de mes prises en charge thérapeutiques. Ensuite, j'aborderai ma vie personnelle et mes projets professionnels. Petite enfance. Le diagnostic du syndrome a été posé à l'âge de 2 mois, à la suite de problèmes d'alimentation. Suite à ce diagnostic, j'ai bénéficié de séances de kinésithérapie et de stimulation auditive et visuelle de manière intensive. Grâce à l'assistance du docteur Abadi et de ma mère et de l'audioprothésiste, malgré la réticence de l'ORL, j'ai eu mes premières prothèses auditives à l'âge de 11 mois. 15 jours plus tard, je commençais à gazouiller. J'ai marché à 23 mois, ce qui est relativement tôt pour un syndrome de charge. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir passé ma petite enfance dans le milieu du cirque, car mon père est artiste au cirque. J'ai été beaucoup stimulé par les costumes à paillettes, les animaux, les lumières et les éclairages. Quand je suis rentré au centre pour enfants pluriels handicapés, aussi appelé Centre d'Abiel, à l'âge de 3 ans, mes premiers mots ont été grand-père, papa, aspirateur, maman et bienvenue, napré. J'ai commencé à bien parler vers l'âge de 6 ans et demi. J'ai vraiment été intelligible à 10 ans. Maintenant, je vais passer à ma scolarité. J'ai été pris en charge au centre d'Abiel jusqu'à mes 18 ans. Grâce à de l'orthophoniste, à de l'ergothérapie, à de la psychomotricité, à de l'orthopsie, entre autres, j'ai appris à communiquer, à lire, à écrire, à compter. Et j'ai suivi des activités éducatives et de découverte.
L'apprentissage de la lecture a été long et difficile, mais grâce à mon orthophoniste qui a su trouver les bonnes stratégies, j'ai su lire vers l'âge de 10 ans. Ensuite, à 10 ans, j'ai intégré une classe pour l'inclusion scolaire, une CLIS, dans une école publique à Paris. Je n'y suis resté qu'1 an et demi, car j'ai eu des difficultés pour m'intégrer, pour 3 raisons. D'une, à cause des professionnels de l'éducation nationale, à cause des élèves et de mes difficultés. Car mon handicap n'avait pas bien été expliqué. Alors, les élèves, comme les adultes, avaient du mal à comprendre certains de mes comportements, comme être obligé de courir et de les bousculer pour pouvoir maîtriser mon équilibre, ou bien de me rapprocher très près d'eux pour pouvoir les reconnaître. À l'époque, j'avais aussi du mal à contrôler mes émotions. Il m'arrivait de rire lors de petits incidents de la vie quotidienne, comme un objet cassé par maladresse ou une dispute suite à une bêtise. Tous ces ricanements pouvaient énerver mon entourage. Mais grâce à la maîtrise de la parole, à de la psychothérapie, cela s'est beaucoup atténué. Il m'arrivait aussi de parler tout seul, même de le faire dans la rue. Alors, tous ces comportements m'ont fait passer pour anormal. Alors, toute cette incompréhension a engendré des violences de la part des élèves et d'un adulte. Et les autres enseignants ne m'ont pas protégé. Bien sûr, à la maison, ça a eu des répercussions. J'étais agressif envers ma famille, je faisais des cauchemars, je me faisais du mal physiquement, je faisais pipi au lit, j'avais du mal à alerter mes parents et les professionnels de santé. Une fois alertés, mes parents m'ont retiré de cette école. Après cette douloureuse épreuve, j'ai dû consulter un psychiatre. Il m'a fallu 2 ans pour me reconstruire. Après, heureusement, les choses ont bien changé. Durant 5 ans, j'étais dans une école privée en contrat qui accueillait des élèves avec des divers handicaps. Tout était à mon mieux. Puis, à 18 ans, j'ai intégré un IMPRO, une institution médico-professionnelle, durant 2 ans, qui accueillait des jeunes malvoyants et aveugles avec des handicaps associés. La première année, j'ai passé le CFG, le certificat de formation générale, ce qui équivaut le brevet d'école adulte. La deuxième année ne s'est pas bien passée tant qu'avec les éducateurs, qu'avec les professeurs et les autres professionnels, et ainsi que les élèves. Dans cet établissement, il n'y avait pas beaucoup d'échanges. J'étais souvent rejeté, car j'étais plus autonome qu'eux, et certaines situations m'ont fait raviver ma douloureuse expérience de la vie. Car dans cet établissement, la plupart des élèves étaient lourdement handicapés, notamment avec des troubles mentaux. Dans cet établissement, j'ai suivi des ateliers d'orientation professionnelle, tels que le conditionnement, l'horticulture, la chaiserie, la repasserie, l'informatique bureautique, la cuisine. Mais aucun de ces ateliers ne m'ont plu. J'ai fait un stage d'1 semaine d'agent d'accueil dans un ESAT, établissement service d'aide par le travail. J'étais à l'accueil téléphonique, ça s'est mal passé,
dû à ma surdité et du fait que le poste n'était pas aménagé. Après avoir quitté l'IM Pro, durant quelques mois, j'ai suivi des cours de CNED, Centre National d'Éducation à Distance, avec l'aide de main. Ensuite, pendant 9 mois, j'ai suivi une remise à niveau dans un Greta. Tout s'était bien déroulé, la plupart des élèves étaient sourcilignants, je communiquais avec eux par écrit. Maintenant, je vais vous parler de mes prises en charge thérapeutiques. Parallèlement à l'orthophonie, à la psychomotricité, à l'orthopsie du centre d'Aviel, à partir de 15 ans, j'ai suivi des séances d'ergothérapie et de locomotion avec le SIAM 75, qui est le service d'intégration des enfants aveugles malvoyants. En ergothérapie, je n'ai progressé qu'à ce moment-là, car avant, au centre d'Aviel, en 3 ans, j'avais été suivi par 4 ergothérapeutes. Comme j'ai besoin de stabilité et de confiance, tous ces changements ne m'ont pas fait progresser. En ergothérapie, j'ai appris à faire de la cuisine malgré ma déficience visuelle et à taper sur un clavier d'ordinateur sans regarder mes doigts. Je vais vous confier quelque chose. J'avoue que la cuisine n'est pas trop mon fort, tout comme le ménage. Je me laisse ça à ma mère. Bon, je suis peut-être un peu paresseux, mais je vais être trop agressé. Voilà. Hein, que je sais que je suis un garçon et je ne suis pas parfait. Voilà. Hein, que je l'assume pleinement. En informatique, c'est pas vraiment ma tasse de thé non plus. Tout comme l'électronique, je ne suis pas vraiment patient dans ces domaines-là. Mais je me dis que ce serait bien que je m'y mette, car j'en aurais besoin par la suite. En locomotion, au début, j'ai eu des difficultés. Par exemple, je ne savais pas que c'était qu'un pâté de maison. Il a fallu qu'on m'explique. J'arrive à faire les choses quand elles ont du sens pour moi. C'est-à-dire que je dois d'abord comprendre de ce que je vais faire. Je me suis construit comme ça. Parfois, l'instructrice n'était pas toujours patiente. Alors, du coup, je me déconcentrais et je stressais. Je ne garde pas toujours un très bon souvenir de certaines séances. Mais grâce à cette instructrice, je suis autonome aujourd'hui dans mes déplacements. Je sais préparer mes trajets et utiliser diverses techniques pour traverser les carrefours. Maintenant, je vais vous parler de mon rapport au handicap et de ma vie personnelle. Au fil du temps, j'ai beaucoup mûri. J'ai mieux compris ma situation de handicap et j'ai appris à vivre avec et à l'accepter. Il m'a fallu plusieurs années pour apprendre à contrôler mes comportements inappropriés. Ma famille me disait toujours, malheureusement, ce n'est pas la société qui va s'adapter à toi. C'est donc à toi de t'y adapter. Tous ces soutiens et ces rappels m'ont beaucoup aidé, car sans ces soutiens, je ne saurais pas que je suis devenu aujourd'hui. D'un point de vue personnel, je n'ai jamais souffert de solitude. Attendez, j'ai aussi oublié un petit point. Et mon grand-père disait, le handicap explique beaucoup de choses, mais n'excuse pas.
d'un point de vue personnel, je n'ai jamais souffert de solitude. J'ai des amis en situation de handicap, syndrome de charge, situation de soins de cécité, fauteuil roulant. J'ai aussi des amis qui sont valides. La grande majorité de mes amis sont des adultes. Pour le moment, je n'ai pas de vie amoureuse, car je prends mon temps. À ce jour, je vis toujours chez mes parents. Comme un accord avec eux, je suis sous curatelle aménagée renforcée. Je suis donc autonome avec l'argent. Et je suis protégé contre d'éventuels abus. Côté sport, je pratique la course à pied, la musculation et la marche. Je consacre beaucoup de temps à ma recherche de formation, avec l'aide de ma mère. J'en consacre également aussi à des activités associatives. Ça veut dire que j'accompagne des personnes sourdes aveugles dans leurs déplacements, que ce soit en région parisienne, à Paris, ou même voire en province. Quant à mes prises en charge, je vois 2 fois par semaine un orthophoniste, avec lequel je travaille la rédaction, la lecture-compréhension, l'élocution. Parfois, on me dit que j'ai des difficultés pour parler. Effectivement. Quand je suis un peu stressé, ou que je me sens un peu fatigué, ou bien quand je ne connais pas bien la personne, je vais aller trop vite, trop bien faire. Alors, résultat, je bute sur les mots et je bégaye un peu. Je travaille ce problème avec mon orthophoniste. Quant à la parole en solitaire, ça m'arrive encore de parler tout seul dans la chambre. Idem pour le rire, ça m'arrive de moins en moins souvent. Et quant à la parole en solitaire dans la rue, ça m'arrive de plus en plus rarement, car je fais très attention. Maintenant, je vais aborder mon projet professionnel. J'ai abandonné mon projet d'agent d'accueil, car j'ai réalisé que ce métier n'était pas fait pour moi. À cause de ma déficience visuelle et auditive, et du fait que je ne parle pas d'autres langues étrangères. Alors, je me suis rabattu sur les métiers du secteur médico-social. Car c'est un milieu que je connais bien de par de mon handicap et de mon expérience. Et parce que j'ai envie de pouvoir améliorer les conditions des personnes en situation de handicap, promouvoir leur insertion et de faire changer les mentalités vis-à-vis de cette population. Je pense que ces personnes peuvent y arriver si on leur donne les moyens et l'envie de faire les choses comme tout le monde, et qu'on leur fasse confiance. Je réalise que j'ai une chance extraordinaire d'être comme je suis aujourd'hui, car j'aurais pu de ne jamais croiser tous les professionnels et médecins qui m'ont encouragé et suivi, ou bien j'aurais simplement pu naître dans une famille qui ne m'aurait jamais poussé. J'ai envie de pouvoir donner ce que j'ai reçu à des personnes en situation de handicap. Je pense beaucoup à celles qui n'ont rien, qui vivent dans des foyers ou dans des familles qui ne savent pas comment les aider. Je connais des familles où la situation est très compliquée. Divorce, méconnaissance du handicap, manque de moyens financiers. Certaines sont coupées du monde. Quand je suis dans la rue et que je croise une personne qui est lourdement handicapée,
qui parle toute seule, voilà, qu'elle soit trioxomique, en fauteuil roulant, ou bien trouble du langage ou de la personnalité, je ne peux m'empêcher de penser que ça pourrait être moi. Et je me dis qu'en tant que personne ayant eu de la chance dans son malheur, je me dois d'aider celles qui sont plus faibles et qui n'ont rien et qui souffrent. J'ai fait un stage dans un foyer d'aide médicale ici, qui accueillait des personnes en situation de surdécessité. J'étais en tant qu'observateur, j'ai posé que des questions. J'ai participé aux ateliers, aux activités de l'établissement, l'aide à la toilette, à l'habillement, aux activités sportives. J'ai même participé à une réunion de l'équipe éducative. Cette expérience m'a réconforté sur l'idée qu'il faut faire changer les choses. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une formation pour obtenir mon diplôme d'AES, assistant éducatif social, anciennement AMP, aide médico-psychologique. Je sais que cette formation me sera très difficile, mais je mettrai toute mon énergie pour pouvoir la suivre et pouvoir y arriver. Je ne me laisserai pas importuner par des gens qui n'y croient pas ou qui souhaiteraient m'en dissuader. Si j'obtiens ce diplôme, j'aimerais travailler dans des structures spécialisées qui accueillent des jeunes ados ou des adultes en situation de handicap, même peut-être de façon âgée. Pour exercer ce métier, il faut aimer les autres, accepter l'indifférence, être patient et d'être humain. Parallèlement à ce métier, j'aimerais en tant qu'intervenant participer à des rencontres, à des conférences, à des formations liées au handicap pour sensibiliser le grand public et les professionnels paramédicaux ou médicaux au handicap. Ici, par ailleurs, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont battus, que ce soit les professionnels, les grandes personnalités, ou de simples bénévoles pour avoir fait progresser l'association des personnes en situation de handicap. Je vais maintenant conclure. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, un ado de 14 ans m'a beaucoup marqué. Car il a dit, quand on veut, on peut y arriver malgré son handicap. Je me suis dit, en voilà un qui a tout compris. Quand je le reverrai, je lui dirai à quel point il m'a touché, et je lui rappellerai ce moment. Je lui dirai que pour une personne en situation de handicap, qu'elle puisse y arriver, qu'elle doit être bien entourée par sa famille, par ses amis à l'école et par des bons professionnels. Et surtout, je l'encouragerai à ne pas se moquer ou à écouter ceux qui critiquent ou se moquent des personnes en situation de handicap. Je voulais vous dire, à vous, famille et professionnels, ce qui est important, c'est de croire en vous et de suivre vos intuitions, de ne pas écouter des discours négatifs, d'aller chercher des bons avis auprès de bonnes personnes compétentes, positives et bienveillantes. D'avoir confiance en vous et en votre enfant.
Mais si vous voyez cela sera trop difficile, faites de votre mieux. Une personne en situation de handicap, avant tout, c'est d'un être vivant, comme vous, qui a un cœur, une âme et qu'un esprit. Vous-même, personne valide, vous pouvez vous retrouver en situation de handicap. Vous aimeriez être traité avec grande dignité et avec beaucoup de respect. Alors, ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse aux personnes en situation de handicap. Faites-le ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Pour terminer, un jour, un médecin a dit à ma mère, quand j'étais bébé, mais madame, vous pouvez arrêter de faire tout ce que vous faites, car votre fils restera un légume durant toute sa vie. Aujourd'hui, j'aimerais rencontrer à nouveau ce médecin pour lui montrer que le légume emmerdeur et têtu que je suis devenu aujourd'hui. Un seul conseil, ne renoncez jamais. Un homme n'abandonne jamais le combat. Maintenant, j'ai terminé. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Merci. Adrien. Si vous avez des questions. Voilà, c'est... Voilà, Adrien, merci beaucoup. Merci au public. À cause de vous, j'ai quand même versé ma larme. J'ai réussi à vous voir debout. Adrien, en cas où tu n'aurais pas remarqué, tu as toute la salle qui s'est levée pendant qu'il t'applaudissait. Donc c'est ce qu'on appelle une standing ovation. Je pense que ton père serait extrêmement fier de toi. Voilà, tu fais l'honneur à la partie artistique de la famille. Donc, comme Adrien l'a dit, si vous avez des questions, vous avez la parole. Et je pense qu'on a respecté le temps. Tout à fait, Adrien. T'inquiète pas, je t'aurais rappelé à l'ordre en tant que fille d'horloger, je t'aurais rappelé à l'ordre sur le temps. Ne t'inquiète pas. De toute façon, vous aurez une version écrite. Franchement, les larmes que j'ai aux yeux, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que c'est quelle intelligence, c'est tout ce qu'un individu, quel qu'il soit, doit trouver au moins à la fin de sa vie. Là, être d'accord avec soi-même, il est là le bonheur, et tu l'as trouvé, bon sang de bonsoir, avec toutes ces difficultés. Moi, franchement, c'est... Voilà. Ah, voilà. Excusez-moi, je me suis mis aussi en boucle magnétique afin de mieux vous entendre. Adrien? Oui. Les droits de la salle. Voilà. Non, c'est juste pour te remercier parce que vraiment ce témoignage est super bien. J'ai vu que tu avais été filmé et moi je voulais juste savoir si on avait la possibilité de récupérer ce film parce que je voudrais vraiment le montrer à mon fils et lui montrer qu'il y a des jeunes charges qui ont bien réussi leur vie et voilà, pour l'encourager, pour lui montrer que c'est difficile mais qu'on peut y arriver.
Oui, moi, ça ne me pose aucun problème parce que c'est même une très bonne initiative. Et à droite, Adrien. ouais. C'est Elian qui te parle. Ah oui. Je voulais te demander, ça t'a jamais intéressé de suivre ce qu'ont fait un peu tes parents, peut-être un peu de cirque? Pour vous dire, pour être très honnête, non. Ça m'a vraiment jamais trop vraiment intéressé, pour être voilà, franc. Bon, vu ce que c'est vrai qu'avec un handicap, c'est pas non plus toujours très facile, et puis après, voilà, donc c'est comme avec tout, hein, ça, où on aime, ou bien qu'on n'aime pas. Voilà. Hein, par exemple, il y en a qui ont des parents médecins, ils ne peuvent pas faire le médecin. Voilà. Eh oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a deux autres. Ça va être Dr Abadi qui est à droite, mais sur le centre de la salle. Qui est non, c'est pas grave, tu m'écoutes, même si tu me vois pas. Adrien, Oui. c'est pas une question, c'est un immense merci. Parce que en 3 minutes, tu justifies de toutes les heures, tous les emmerdements, toutes les nuits qu'on passe à réfléchir, à faire des choses. Et je pense que pour les professionnels, voilà quoi, c'est un vrai cadeau. Donc merci. Mais je vous en prie. Donc j'ai écouté le suivant. Elle arrive, attends, Voilà, donc voilà. Je suis à gauche, voilà. Voilà, en face de toi. Merci encore pour ce témoignage, on ne peut pas s'en priver de remercier infiniment. Je voulais savoir par rapport, parce que c'est vrai qu'en fait on ne parle pas très souvent des activités sportives et voilà, qui sortent un petit peu en dehors des vies sociales aussi. Au niveau sport, comment vous faites pour... vous allez dans un terrain spécial, vous allez en club à un sport adapté, ou vous êtes seul par rapport, je pense, aux troubles de l'équilibre ou choses qui peuvent... Non, voilà, je suis seul, que je vais même courir seul et de temps en temps, c'est même plus rare avec mon père. Voilà, je cours, pour être précis, dans le bois de Boulogne, environ sur 8 kilomètres, à peu près en 1 heure. Voilà, donc, et parce que plus qu'on court, plus en fait on est beaucoup plus stable. Stable, voilà, plus qu'on prend de la vitesse, c'est comme qu'avec que le vélo, plus qu'on va vite et plus on sera plus stable parce qu'on est beaucoup moins attiré par le centrifuge. D'accord, merci. Voilà, et effectivement, j'avais remarqué chez mon fils que la marche est difficile. Bon, il y a beaucoup de troubles de l'équilibre. Et dès qu'il court, par contre, là, il fonce. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir un peu si c'était seul ou accompagné. Ou, voilà. Après, aussi, tout dépend aussi comment il marche. Est-ce qu'il a bien été aussi accompagné pour pouvoir maîtriser aussi son équilibre. Parce que moi, par exemple, derrière, j'ai eu beaucoup de travail pour pouvoir le maîtriser. Par exemple, quand j'étais petit, en vacances au bord de mer chez mes grands-parents, je marchais beaucoup dans le sable. Au début, que je tombais. Voilà, et petit à petit, j'ai appris mieux me tenir, mieux me stabiliser. Et surtout, parce que j'ai passé énormément d'heures en mer sur le bateau avec mon grand-père. Parce que c'est un grand passionné de pêche, donc moi j'allais avec lui, non pas parce que j'aime la pêche, mais plus parce que j'aime beaucoup le bateau. Voilà, comme ça au moins c'était 2 passions libres. Voilà. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé, justement, pour pouvoir que je puisse avoir un équilibre beaucoup plus stable. Merci beaucoup. Et ça m'arrive aussi d'avoir un peu d'équilibre, comme je le disais tout à l'heure, sur des vrais terrains vraiment accidentés. Voilà, même sur des pentes un peu mal fichues.
Et aussi, parfois, quand je suis un peu fatigué. Voilà. Hein, comme on dit parfois, que j'ai bu un petit coup. Que de trop. Mais bon, mais moi, je ne bois pas. Voilà. Adrien, je te entends. Arthur, j'ai 25 ans que toi. Et je veux juste te féliciter parce que je trouve que t'es. Enfin, quand tu parles, je me reprends en fait quand j'étais petit. Et là, bon, t'as quelques années plus que moi. Mais je trouve que c'est bien ce que tu dis. Et je te félicite vraiment. T'es un exemple à suivre en fait. Il faut que les gens qui sont ici, je sais pas s'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants petits, mais faut vraiment rien lâcher. Et t'as tout dit en fait. C'est merveilleux d'entendre un gars comme toi qui parle aussi bien déjà, avec le même syndrome, mais vraiment bravo. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Hein, et surtout, merci beaucoup à merci à l'orthophoniste qui est ici présente.